Bonsoir mon petit cœur d'Isaiah d'amour. Oh alors là, mamie, elle s'est passée une journée extraordinaire. Tu sais que je sors plus sans mon nez rouge. Hier, il y a longtemps que j'étais pas sortie dans la ville parce que j'aime pas trop la ville. Mais hier, j'ai dit, bon, je sors, alors je suis allée partout. J'avais besoin d'aller voir à la police, j'ai été avec mon nez rouge. Je me suis promenée partout dans la ville avec mon nez rouge. C'était génial. Les gens, ils ont adoré. Alors, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur des clowns. Parce qu'il y en a qui ont peur de la joie et de l'amour, alors tant pis pour eux. Puis il y en a qui sont trop heureux, ça redonne le sourire. C'était magnifique, j'ai passé une très belle journée. J'ai joué avec les enfants dans les parcs. Les papas, les mamans étaient très heureux d'un clown. Ils me disaient, quand est-ce que vous faites un spectacle? Mais j'ai dit, il est déjà là, le spectacle. Alors c'était vraiment super. Alors voilà, faut que je m'en rachète un parce qu'il est abîmé. Il commence à tomber parce que les petits-enfants veulent essayer mon nez rouge. Tout le monde veut devenir un clown. C'est en train de marcher, mon affaire. C'est génial. Les gens, oh, j'ai même des déclarations d'amour. Oh là 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 là, ils tombent amoureux du clown. Oh, mais bon, mamie, elle veut pas d'amoureux comme ça. Faut pas n'importe qui, hein. Alors, je vais continuer mon petit prince parce que tu sais que c'était une très longue histoire et je sais que tu es avec papa cette semaine. Donc, je voudrais que tu aies toute l'histoire cette semaine. Donc, je continue. Je vais voir ce que je peux faire parce que ça prend beaucoup de temps la lecture, mais c'est une longue histoire, le petit prince. Mais bon, là, je me dépêche de continuer pour que tu aies toute l'histoire cette semaine. Papa m'a dit en plus que tu aimais beaucoup le petit prince comme histoire, ça tombe bien, c'est une de mes histoires préférées. Alors je continue mon trésor. Chapitre 14. Oh, ça tombe bien, c'est mon jour d'anniversaire. 14. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là, juste... Donc je baisse un peu la musique. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même: peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. »« Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas, dit le petit prince. »« Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince. Eh bien alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute.
Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur, ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Ben oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit l'allumeur, car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras, et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça n'avance pas à grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ah, ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivit plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore. Celui-là est le seul dont j'eusse pu me faire un ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2. Ce que le petit prince n'osait pas avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la planète et souffla un peu. Il avait tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?» C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. « Ça c'est bien intéressant » dit le petit prince. « Ça c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Et il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. « Ah, le petit prince était déçu. Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. »« Et des villes et des fleuves et des déserts. »« Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. »« Ben, mais vous êtes géographe. »« C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est très important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Fit le petit prince. Parce que les ivrognes ont une voix double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible, donc,
Quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué, mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça, c'est le plus joli? Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter, demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'enfuit, songeant à sa fleur. Chapitre 16. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. En n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères.
Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large, 20 miles. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croient pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes, comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas de votre temps à ce pensum. C'est inutile, vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau de couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre. Ici, c'est le désert et il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le petit prince, fit le serpent. Et ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant, hein. Tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu m'as fait pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète, je puis. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince, mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Chapitre 18. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux, et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il, donc j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes.
mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour, dit-il au hasard. « Bonjour, 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 répondit l'écho. « Qui êtes-vous » dit le petit prince. « Qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous » répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. « Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. « Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors, elle est toute sèche et toute pointue et toute salée, et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. » Chapitre 20. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrait enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. »« Bonjour, dirent les roses. »« Bonjour. » Le petit prince les regarda, elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il stupéfait. « Nous sommes des roses, » dirent les roses. « Oh » fit le petit prince, et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000 toutes semblables dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier, moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et, couchée dans l'herbe, elle pleura. Chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna, mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. » Mais, après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le petit prince, qu'est-ce que signifie apprivoisé ?» Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard, on voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu.
Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi c'est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il est mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le bruit du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche. « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard, ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque
c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Chapitre 22. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquet de 1000, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur, et gronda en sens inverse un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà, demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur, c'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient. On n'est jamais content là où l'on est, dit l'aiguilleur. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs, demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur, ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante. Et si on leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Chapitre 23. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts en font des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on des 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Chapitre 24. Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il. Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit, c'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif, un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi, cherchons un puits. J'ai un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert.
Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question, il me dit simplement « L'eau peut être aussi très bonne pour le cœur. » Je ne comprends pas sa réponse, mais je me tue. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne me fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis bien sûr, et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. « Le désert est beau, » ajouta-t-il. Et c'était vrai, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne l'a cherché. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormit, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y ait eu rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais « Ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. » Comme ces lèvres entr'ouvertes, ébauchaient un demi-sourire, je me disais encore « Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. » Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes, un coup de vent pour les éteindre. Et, marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Chapitre 25. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il les ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne me ressemblait pas aux puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince, tout est prêt. La poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit comme gémit une vieille girouette quand le vent longtemps dormi. Tu entends, dit le petit prince, nous réveillons ce puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je, c'est trop lourd pour toi. Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince, donne-moi à boire. »
et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres et il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tous les rayonnements du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin et n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas, répondis-je. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr, répondis-je. Et le petit prince ajouta, mais les yeux sont aveugles et cherchent avec le cœur. Il faut chercher avec le cœur. J'avais bu, je respirais bien, le sable au lever du jour, des couleurs de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton, je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin, le petit prince les aperçut et dit en riant. Des baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. Oh, oh, moi qui étais si fière des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues. Et il rit encore. Tu es un juste petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les bois fermés, les bois ouverts. Oh, ça ira, dit-il, les enfants savent. Je crayonnais donc une muselière et j'eus le cœur serré en lui donnant. Tu as des projets que j'ignore? Mais je n'y répondis pas, elle me dit. Tu sais, ma chute sur la terre, c'en sera demain l'anniversaire. Puis, après un silence, il dit encore. J'étais tombé tout près d'ici. Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvais un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. Alors, ce n'est pas par hasard que, le matin où j'étais rencontré, il y a 8 jours, tu te promenais comme ça tout seul à 1000 miles de toutes les régions habitées, te retournais vers le point de ta chute. Le petit prince rougit encore, et il ajoutait en hésitant, à cause peut-être de l'anniversaire. Le petit prince rougit de nouveau, et ne répondait jamais aux questions. Mais quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas? Ah, lui dis-je, j'ai peur. Mais il me répondit, tu dois maintenant travailler, tu dois repartir vers ta machine, je t'attends ici, reviens demain soir. Je n'étais pas rassuré, je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu sinon c'est laissé apprivoiser. Chapitre 26. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. Tu ne t'en souviens donc pas, disait-il, ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute puisqu'il répliqua. Si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Je poursuivis ma marche vers le mur, je ne voyais ni m'en entendais toujours personne. Pourtant le petit prince répliqua de nouveau. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit.
bien sûr. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence. « Tu as un bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?» Je fis halte, le cœur serré, et je ne comprenais toujours pas. « Maintenant va-t'en, dit-il, je veux redescendre. » Alors j'abaissai moi-même, les yeux vers le mur, le pied du mur, et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt. Et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. « Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents ?» J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » « Comment sais-tu » Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis mélancolique, « C'est bien loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant. Et cependant, je le serrais dans les bras. Excusez-moi. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant et, cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière, et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps, je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable, et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Mais il me dit, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne me répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr, c'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux. La nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était une musique à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles, elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau. Il rit encore.
Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Juste, ce sera mon cadeau, ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras une des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore, puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça, ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Et il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là !» Et il me prit par la main, mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort, tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. Tu comprends, c'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée, ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines. Elle se tut aussi parce qu'il pleurait. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout, il dit. Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre.
Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Chapitre 27. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, ça fatigue. Maintenant, je suis un peu consolée, c'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Et voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable. Si quelque part on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça, c'est, pour moi, le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente. Et je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu, sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert et s'il vous arrive de passer par là. Je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi vite qu'il est revenu. Bonne nuit mon amour. Voilà, elle est terminée l'histoire. Demain, la prochaine fois, j'en raconterai une autre. J'ai trouvé une histoire d'un Indien là qui est sympa. Voilà, j'ai trouvé plein d'histoires pour toi, mon trésor. J'ai même envie de te raconter l'histoire de Jésus, tout ça. C'est des belles aventures. Il y a eu plein d'épopées dans notre tête, dans notre monde. Je t'aime très fort, mon Isaïa. Je vous aime tous les enfants, bien sûr. Mes enfants, parce que cette histoire, elle s'adresse à vous tous. Les petits comme les grands. Ah, je vous envoie tout l'amour du monde, tout l'amour que j'ai pour vous tous. Salut, à bientôt.